Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Signal Fort sur Futur Immédiat. Donc ce soir on va parler futurologie. Pour ça je reçois 4 élèves de l'ECS qui viendront partager un peu l'expérience de ce début d'année qu'ils ont eu, où on a eu 2 jours de conférences et 2 jours d'exercice où on les a fait travailler. Merci Yuri. Merci pour le follow, où on les a fait travailler sur différents scénarios. Et donc voilà, on va un peu en discuter, on verra. Et donc, pour discuter avec moi ce soir, donc mes 4 invités, voilà, Marion, Eugène, Céline et Afsa, bonsoir. Justement, vous allez d'abord vous présenter. Marion, je propose que tu commences et tu donnes en même temps ta vision de Ouais, la futurologie et voilà, ce que tu penses. Voilà. ouais. Moi, c'est Marion, j'ai 24 ans. Du coup, je suis étudiante à l'ECS comme mes camarades. Et ce que j'ai retenu de la futurologie, moi, ce qui m'a étonnée, en fait, c'est que l'idée, c'est de faire des projections d'avenir possible, préférable ou non. Et en fait, pour moi, la futurologie, c'était plus imaginer ce à quoi le futur allait ressembler, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs projections et qu'on imagine tous les avenirs qui potentiellement pourraient arriver. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je pensais pas forcément que c'était ça. Et surtout, ça amène à se poser plein de questions parce que on se pose une première question en se disant et si ça arrive, et si demain on n'est plus en démocratie, qu'est-ce qui se passe? Et puis ça entraîne une autre question et une autre question, et en fait, c'est que des effets en chaîne où on se rend compte qu'il pourrait y avoir mais 1 milliard de futurs différents. Et l'idée, c'est plus de se dire, tiens, bah, moi, c'est vers tel futur que j'aimerais tendre, et donc je vais essayer de faire en sorte que on emprunte la voie qui mène vers ce futur. Voilà, en très, C'est très très bien, résumé. c'est très bien. Alors, Afsa peut-être. Oui, alors bonsoir, moi c'est Afsa, j'ai 24 ans et du coup je suis aussi en master commu digital avec mes camarades ici présents. Alors par rapport au cours de la futurologie, donc c'est la première fois que j'avais un cours comme ça, que je découvrais réellement ce que c'était. Moi j'ai trouvé ça super intéressant et ce que j'en retiens. C'est un peu comme Marion. J'ai pu découvrir ça un peu plus profondément. Et ce qui est cool, c'est que on se rend compte que il y a, en fait, on peut tout projeter, tout ce qu'on a en tête. Si on est créative et qu'on a plein de choses en tête et qu'on se dit, ah, mais en fait, dans 5 ans, il y a telle chose qui pourrait exister. Puis en fait, non, il y a telle chose qui pourrait exister. En fait, on découvre plein de choses et on se dit, ok, peut-être que dans 10 ans, telle chose va exister ou plutôt telle chose va exister. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on n'a pas de réponse à ça. Donc, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais on n'aura, je pense, jamais de réponse pour l'instant. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on laisse notre créativité prendre place. Et voilà, j'ai vraiment aimé ce cours. Et vu que je suis quelqu'un de super créative, ça m'a un peu donné beaucoup de, comment dire, euh, je cherche le mot, mais ça m'a laissé imaginer tout ce que j'avais envie d'imaginer en fait. Ah Voilà. bah super, super. Céline, bonjour Céline. Bonsoir. Alors moi c'est Céline, j'ai 23 ans. Pareil, donc j'avais jamais eu un cours comme ça. Enfin, pour moi c'était vraiment un séminaire, une conversation. C'était pas, c'était vraiment hyper intéressant vu que j'avais fait l'UNIF avant de pas avoir un cours un peu très structuré, très théorique. C'était vraiment une conversation, des nouvelles choses qu'on apprenait. Enfin personnellement, j'avais jamais vraiment imaginé le futur, comment ça pouvait être. Enfin on imagine par rapport à sa propre vie, mais jamais vraiment en général. Et en fait, c'était super intéressant de voir un peu à quel niveau on pourrait avoir un futur qui ressemble à telle chose ou telle chose, et de travailler en fait dessus en essayant d'imaginer dans 10 ans, dans 15 ans, comment est-ce que enfin, de quoi le futur sera fait, et tout en aussi gardant un peu une éthique, donc par rapport à l'humain, etc. Moi, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que parfois on pense futur, on se dit ah ça va être l'apocalypse ou ah ça va être comme ça, et en fait
on s'est rendu compte enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible aussi d'avoir un futur qu'on peut essayer de construire et essayer d'un peu anticiper afin de ne pas arriver devant un grand mur et de se dire, oula, bon, maintenant on est dans ça, qu'est-ce que ça va engendrer, etc. Donc voilà, ouais, très très belle expérience et Super. voilà. Eugène, bonsoir. Comme ça. Salut, j'espère que j'ai réglé mon Alors on problème de casque, on t'entend de m'entend? façon un peu distante. Alors mais c'est pas Oh grave, hein, zut. le son est pas mauvais. Alors Ok. avant que Eugène commence, juste comme ça vous savez, avec le protocole NDI, Skype a tendance parfois à faire varier la fenêtre de taille. Hein. Il y a ça chez Matt, il y a ça chez moi. Et aujourd'hui, comme il y a plein de fenêtres, visiblement il y a Eugène et Marion qui vont un peu changer de taille de temps en temps. Sorry. Mais voilà, ça reste une de mes missions, ça va être de comprendre ça. Donc voilà, Eugène, bah donc tout le monde sait que tu t'appelles Eugène. Euh, Oui. donc voilà, je t'en prie, Euh, présente-toi s'il te plaît. Bah, du coup, moi, comme mes chers camarades, donc en master digital à l'école, ayant eu la chance de participer au cours de Raphaël Case, et moi je suis le pessimiste que Céline vient d'expliquer, dont on a peur d'arriver face à un mur, qu'on devrait anticiper le mur. Moi j'ai de bonnes raisons de penser que, notamment en matière énergétique, on est face à un problème qui va nous obliger à reshifter. Enfin, l'intégralité de notre système à l'heure actuelle, il ne peut pas tenir 50 ans selon moi. Alors après, c'est pas selon moi, hein, j'écoute des gens. Mais la futurologie, qu'est-ce que c'est l'étude de tendance pour essayer de définir un futur probable à un champ donné. Donc là, en l'occurrence, je sais pas, pour nous, en école de communication, ça va plutôt être pour les entreprises et pour la société, et aussi pour la communication digitale d'une manière générale. Bah super, merci Voilà. les gars. Alors donc voilà, voilà que ça on a présenté tout le monde. Donc bonjour le chat. Alors effectivement, il y a eu 2 jours de conférences sur lesquelles on reviendra peut-être, mais c'est pas vraiment le but de l'émission ce soir. Ce qui moi m'intéresse plutôt, c'est de justement que vous décriviez le processus par lequel vous êtes passé. Donc peut-être au fil des temps, sur quel secteur vous avez travaillé, et peut-être discutons ensemble et de faire un truc moins académique où c'est moi qui donne la parole. Hein, n'hésitez pas à intervenir entre vous sur justement le processus, ce que vous avez appris et découvert au fil du processus de ce que c'est la futurologie. Puisque globalement, futurologue, c'est un titre. Il y a des certifications là-dessus, mais globalement, la plupart des futurologues sont des gens qui se sont emparés du titre de futurologue. C'est un métier qu'on peut s'approprier. Et il y a plein de futurologie possible. Il y a des gens qui font des prédictions, il y a des gens qui font ce qu'on appelle du trend watching, donc ils analysent les tendances pour observer vers où ces tendances évoluent. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du design fiction, qui vont donc créer des objets imaginaires qui répondent à des futurs imaginaires. Et donc voilà, il y a plein de choses. Ici, pour votre info, ça fait quand même 50 ans qu'on annonce ce mur énergétique. Oui, c'est clair, ça fait 50 ans qu'on l'annonce. Et à échelle de l'humanité, 50 ans, c'est rien. Et c'est un peu ça les challenges aujourd'hui. Mais bon, donc, ils ont dû passer... Donc la méthode qu'ils ont reçue, c'est ce qu'on appelle les futurs scénarios. Les futurs scénarios, c'est quoi? C'est on va créer des histoires fictionnelles. Et donc voilà, eux vont vous expliquer comment ils sont passés dessus, comment ils l'ont construit, ce qu'ils ont cherché. Enfin voilà, ça m'intéresse. Donc peut-être expliquer les étapes. Quand vous parlez, commencez toujours, quand vous êtes les premiers, il y a un élève par groupe de travail ce soir dans le live. Et donc ils ont tous eu un secteur différent. Donc voilà, je vous laisse décrire votre expérience et voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Bon, ben, si je peux commencer. Si... alors nous, notre thème, c'était le futur de l'écologie et on a pris les festivals. Donc, pour voir un peu comment un festival pourrait être dans 10 ans. Et en fait, c'était très intéressant parce que c'était un sujet où on s'est focalisé sur beaucoup de secteurs. Comme on a fait des recherches, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on retrouve dans un festival? Il y a l'ORECA, il y a le son, il y a l'électricité, il y a les artistes, il y a tout ce qui est infrastructure, etc. Et donc, en fait, on a un peu brainstormé, on s'est dit, bon, pour ça, il y a telle chose, telle chose. Et en fait, on a commencé un peu à faire un saut dans le passé. Et on a commencé à voir un peu comment les festivals se passaient bon, il y a 50 ans.
Bon, c'était pas du tout écologique, mais les problèmes n'étaient pas les mêmes à ce moment-là, donc on n'y pensait pas forcément. Donc il y avait des photos, vraiment les plaines étaient sales, enfin voilà. Et c'était vraiment très très basique. Et puis au fur et à mesure du temps, ben, on s'est rendu compte que les scènes se développaient, le son, enfin il y avait un meilleur son, plein de lumière, même au niveau de l'Eureka, ben, c'était plein de stands et en fait ça ressemble au festival qu'on a connu jusqu'à avant Covid et donc on essaie un peu d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Et on a fait plusieurs scénarios qui soient le plus favorable par rapport à l'écologie et le plus probable qui pourrait arriver, ainsi que l'inverse, donc le moins probable, le moins favorable, etc. Donc on a vraiment fonctionné comme ça, c'était plusieurs étapes, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses, c'était vraiment super intéressant, et on s'est beaucoup focalisé aussi sur les tendances et les méga-tendances, donc la croissance démographique, le réchauffement climatique, etc., pour voir un peu comment adapter nos scénarios, et c'était vraiment intéressant. Non, pardon, excuse-moi, c'est parce que je te laissais terminer avant de dire merci pour le follow. Et il n'y a rien du tout qui fait de rien, donc je rigolais pour le truc. Et donc merci pour le follow. Ça va être fait ce soir. Je sens le chat chaud patate. Il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant, mais ça fonctionne bien. Donc voilà, oui, et dans l'étude du passé, Afsa, Eugène, Marion, vous avez... Moi, je veux bien prendre la parole. Mais du coup, nous, on avait comme thème le thème choisi, c'était la mode. Donc, on a choisi de parler du concept vintage, des friperies, donc magasins de deuxième main. Donc, on est parti sur le fait qu'en ce moment, on passe plus du fast fashion au slow fashion. Donc, on essaye d'acheter de manière plus consciente, etc. Et du coup, on a choisi ça. C'était vraiment c'était, je trouve, un chouette travail. On s'est basé sur le fait qu'il y a 10 ans, par exemple, on achetait beaucoup moins de vêtements en fait, de seconde main, de vêtements vintage qu'aujourd'hui. Et on s'est dit comment est-ce que dans 10, 15, 20 ans, ça se passera. Du coup, on a aussi repris le contexte du Covid. Et sur base de ça, on a pris 4 scénarios en utilisant par exemple un scénario où on reprenait le concept d'un pop-up, un autre scénario où on reprenait un concept d'un magasin physique, un troisième scénario où on reprenait un concept des achats en ligne, et alors le quatrième scénario qui parlait des ventes, des showrooms virtuels. Et en fonction de chacun de ces scénarios-là, on a imaginé dans 20 ans, comment est-ce que ça se passera, comment est-ce que les gens continueront à acheter des vêtements vintage, est-ce que ce sera plus la tendance ou est-ce que ça va disparaître. Et du coup, voilà, on est parti sur cette optique-là et on a imaginé plein de choses qui n'existent du coup pas encore. Et du coup, voilà, je ne sais pas si j'ai été très bien, complète, mais de si toute j'ai façon, bien c'est pas un examen, c'est une conversation, hein, donc faut vraiment le prendre à la cool. Et si vous voulez interrompre pas pour le plaisir, mais si vous voulez intervenir quand quelqu'un d'autre parle, vous pouvez, hein, c'est une vraie conversation. Vous pouvez reprendre. Coucou Adrien. Ils sont tous super chauds. Alors là, il y a rien du tout qui a lancé le truc. Donc voilà, ils sont de bonne humeur. Donc non, c'était très bien. Il y a Tanguy qui demandait si vous avez tous dû générer des slides. Alors en fait, ils ont tous dû venir pitcher leur scénario en fin de week-end, entre guillemets, en fin de 2 jours. Globalement, à la base, c'était un PowerPoint, mais ils n'étaient pas forcément obligés. Et il y a un groupe qui a même pris le temps de faire des petits montages audio. Il y a eu différentes approches, donc voilà. Mais ils ont tous dû... oui, on va donner des exemples. Alors, il n'y aura pas de share screen. Il n'y aura pas de share screen parce que j'ai un problème de son et autres. Enfin voilà, bref, mais il vous expliquez chacun les résultats du truc. Donc voilà, Marion, peut-être tu peux peut-être te lancer et puis. Ouais, bien sûr.
Nous, donc du coup, dans mon groupe, on travaillait sur la communication et le marketing. C'était quand même assez large comme champ. Donc on a un peu réduit, on s'est focalisé sur le neuromarketing en se disant, tiens, c'est une tendance qui existe depuis quelques années, qui n'est pas autorisée partout, surtout en Europe. On voit qu'en France, c'est encore interdit, alors qu'en Belgique, c'est autorisé. En Grande-Bretagne, c'est autorisé aussi. On s'est dit, tiens, mais qu'est-ce que ça donnerait un monde où ça, ce serait poussé fois 1000. Et en fait, on est parti de là. Et ce que je trouve intéressant avec la futurologie, c'est qu'on est aussi obligé de se pencher sur tout ce qui s'est déjà passé avant, puisque l'histoire, c'est des espèces de cycles, il y a quand même des choses qui se répètent, et on peut déjà puiser des indices dans ce qui s'est passé auparavant et dans ce qui est en train de se passer actuellement, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça génial, parce que du coup, on a lu mais une quantité de documents absolument incroyables sur le sujet, et plus j'en lisais, plus j'en apprenais sur le neuromarketing. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des avancées, mais absolument dingues, quoi. Il y a Elon Musk qui a créé une entreprise qui s'appelle Neuralink, qui crée déjà des implants cérébraux qui ont pour objectif, bon, entre autres, de régler les problèmes type schizophrénie, etc. Mais en fait, on se dit que ça, poussé à l'extrême, lui, son objectif, en fait, ce serait d'avoir ces implants cérébraux qui permettent de lier le cerveau humain à l'intelligence artificielle et de faire que le combo entre les deux se fasse bien et qu'on soit de plus en plus assisté par l'intelligence artificielle au sein même de nos cerveaux. Et il y a déjà eu des démonstrations sur des singes, sur des truies, et on se dit, mais en fait, c'est déjà hyper avancé, quoi. Et moi, j'avais aucune idée que ça existait. Donc, c'est assez effrayant aussi de voir parfois où est-ce qu'on en est actuellement, et on se dit, mais en fait, on est déjà dans le futur, alors que pas du tout, ça se passe bien maintenant. Et, alors, vous m'entendez, mais voilà, moi je ne c'est vous très entends intéressant plus. de voir ça. Continuez, hein, continuez, il n'y a pas de souci. Hop, je vais... C'est bon, on m'entend ou pas? Ouais, j'ai l'impression de... Sur des trucs, ouais, exactement. Sur des trucs, pas sur des trucs. Sur une truc, Gertrude. Et c'était super intéressant. Et nous, avec mon groupe, on s'est dit, tiens, on va voir un peu... On va imaginer 4 scénarios, en fait, en fonction de 2 axes. Un axe qui reprendrait l'éthique et voir ce qui se passerait avec plus ou moins d'éthique, et un axe qui reprendrait la technologie. Donc, qu'est-ce qui se passerait dans un monde où il y aurait moins de technologie ou plus de technologie? Et donc, ça nous a permis de créer, en fait, 4 scénarios assez différents, parce qu'on se rend compte que, finalement, avec le Covid, il y a quand même eu un petit retour à la nature. Il y en a quand même qui prennent vachement conscience de l'écologie depuis plusieurs années, donc la technologie, il y en a qui sont quand même contre. On voit que la 5G, ça pose aussi des problèmes, donc on se rend compte qu'il y a quand même des réfractaires à trop de technologie, en fait. Donc il y avait un scénario comme ça où on ralentissait tout ça, où on devenait plus vert, et donc le marketing avançait pas beaucoup et mourait, quoi. Il y avait un autre scénario où, au contraire, il y avait de plus en plus de technologie parce que voilà, la croissance de la technologie, elle est exponentielle, on ne s'arrête pas, il y a tellement de créateurs aujourd'hui qui vont dans plein de directions différentes que ça ne fait qu'augmenter partout. Donc là, c'était un scénario ultra poussé au niveau technologique. Et ensuite, on jonglait du coup avec le curseur éthique. Donc dans un monde où il n'y a pas d'éthique, le neuromarketing, il a le contrôle absolu. On pourrait imaginer implanter de la publicité, ne serait-ce que par le biais de ces puces. On pourrait imaginer avoir le contrôle aussi de bien plus de choses dans le cerveau pour vous faire acheter ce qu'on a envie de vous faire acheter. Enfin, après, quand on va plus loin, c'est assez incroyable et effrayant tout ce qu'on peut imaginer avec ce genre d'avancée. Et on a imaginé aussi un scénario où il y avait plus de technologies, mais où justement les gens étaient conscients de ces problèmes éthiques et où du coup c'était pris en compte et où on régulait tout ça correctement pour que justement on évite ce genre de débordement, quoi. Donc voilà les 4 grands scénarios axés autour de ces deux grandes tendances. Super, bah écoute, merci beaucoup. Alors, il y a Mathéus qui demande l'éthique. Donc, j'ai eu un problème de son, donc tu as dû mentionner l'éthique, j'imagine. Donc, on demande que tu expliques ce que c'est. Oh là très bonne question. Non, l'éthique, tu parles d'éthique. Attends, pardon, oui, non, c'est Mathéus, excuse-moi, j'ai cru que c'était oui, ok. Non, c'est une blague de maths, mais moi, comme j'avais pas de son, je me suis dit c'est les technologies de l'information et de la communication. Elle avait dû parler d'éthique, tu vois.
Mais voilà. Les trucs. Bref, le chat est overbouillant, donc je dois vraiment... Alors, est-ce que vous datez Mais vos pour la prévisions? Il faut psychologie, savoir que c'est pas tant des prévisions, hein. Donc, en gros, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que leur exercice se joue à 10 ans, et les 4 scénarios qu'ils décrivent, c'est le futur de ce secteur-là dans 10 ans. Et donc, ils doivent, quelque part, définir, imaginer ce futur, mais c'est pas vraiment des prévisions, enfin, c'est des prédictions, parce que on part sur le principe que tous les scénarios seront faux, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Eugène, peut-être si tu veux partager ton expérience. Alors Eugène a eu donc lui a présenté un cabinet de consultance qui venait faire un speech, un speech à Google. Et donc l'agence le nom de l'agence, c'était OPEAF, comme OPIF, qui est un acronyme pour je ne sais plus quoi, mais voilà. Donc, C'était nos initiales et ça avait la ah ben chance voilà, de- c'était fantastique. C'était Mais en gros, notre thème, je vais te prendre Non, la non, mais parole. vas-y, je t'en prie. Notre thème, c'était donc le futur du digital. Et donc, effectivement, on avait pris le parti de se dire, voilà, on va être des consultants en futurologie qui vont se présenter à Google, mais on aurait pu prendre n'importe quel GAFAM, et vont vont leur présenter 4 futurs possibles, donc toujours par rapport à 2 axes. Donc, pour nous, en vertical, on avait enfin, je veux dire, un des axes qu'on avait pris en compte, c'était un axe économique, c'est-à-dire que le développement du monde dans les 10, 15, 20 ans à venir s'axe plus vers l'ultra-néolibéralisme, donc la recherche du profit, ou une certaine prise de conscience du fait qu'on est en train de déraper de cette manière-là, et partir plus vers la triple économie et le partage des richesses, enfin, un espèce de modèle un peu plus sustainable, entre guillemets. Et de l'autre côté, comme deuxième axe, on avait la considération matérielle de la technologie. Et donc on s'était dit, bon, soit c'est un monde où il y a plutôt une low-tech, et soit c'est un monde où on a résolu le problème des matières premières, je dirais, et on est vraiment dans du high-tech partout, tout le temps, à fond, quoi. Et donc de ce constat-là, on a établi 4 scénarios possibles. Donc le premier était triple économie et plutôt low-tech. C'était de partir du principe que les États vont plutôt se fracturer en leur sein et en fait vont avoir des milliers, je dirais, de bases autonomes durables, comme on appelle ça aujourd'hui. Donc c'est des projets chez les collapsologues, c'est-à-dire des villages qui s'autosuffisent entre eux, qui vont avoir un médecin, un mécano, etc., et qui vivent d'une manière assez réduite. L'idée étant d'expliquer à Google ou à Dieu GAFAM d'ici 15 ans, puisque notre postulat était aussi souvent que les États allaient perdre de la puissance, que Google pourrait se poser dans ce genre de contexte comme un peu un sauveur en pourvoyant des services, peut-être des drones qui viendraient donner cours aux gamins, des choses comme ça. Le deuxième, c'était voilà, donc, complication de ressources, donc low-tech, mais recherche du profit à tout prix, modèle économique qui n'a pas bougé. Ça donnait une guerre des ressources, c'est-à-dire un endroit où les grands blocs... donc nous, dans notre présentation, on avait un peu fait le choix, parce qu'on n'avait que 2 semaines, de ne pas parler spécialement de la Chine et d'autres tu veux blocs dire 2 puissants jours face à l'Occident. Ah oui, On oui, avait tout à eu fait, 2 oui, semaines oui, pour tout à fait. travailler en tant que tel, tu vois. Mais oui, effectivement, on avait bossé ensemble 2 jours, mais voilà, donc on avait pris le pari de faire que l'Occident. Mais donc on avait un scénario où, comme c'est la merde au niveau des ressources et que on cherche tous le profit, en fait, il y aurait une guerre intercontinentale, je dirais, entre les pays qui ont les ressources et ceux qui les veulent. De l'autre côté maintenant, donc plus low-tech, en high-tech, on avait, donc toujours dans le paradigme profit maximum, un État digital, c'est-à-dire les GAFAM qui, par leur suprématie économique, prennent le pouvoir complètement sur le politique et donc le politique disparaît et on aurait un nouvel ordre digital comme ça qui apparaît et qui est l'État mondial qui régit la data de tout le monde et qui sait tout le monde et qui peut ultra-marketer, neuro-marketer tout le monde, un peu comme dans le scénario de Marion. Donc ça, c'était notre scénario profit high-tech. Et puis dans le scénario un peu moins profit, donc triple économie, un peu respect, etc., et high-tech, il y avait une ère idéologique, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une toute-puissance du digital qui uniformiserait tout, on connaît tous aujourd'hui, par rapport à notre rapport aux réseaux sociaux, le phénomène de chambre d'écho, c'est-à-dire qu'en fait les réseaux sociaux nous donnent ce qu'on veut. Si on est un militant dans certains milieux, on va recevoir que ce contenu-là, etc. Et donc on tourne en rond dans des boucles idéologiques. Et ce scénario-là, c'était un scénario où en fait l'hyper-ciblage sur le net ferait qu'on serait tous en groupe entre nous et qu'on resterait un peu cloîtrés idéologiquement chez nous, mais sans le problème des ressources, etc. Puisque dans ce scénario-là, on avait résolu le problème de la corne d'abondance. Donc voilà, on avait un État durable, une guerre des ressources,
un État digital et une guerre idéologique. On avait vendu bien sûr à Google la guerre idéologique. Super, merci, c'est intéressant. Et donc, ce que j'ai oublié de te poser, Marion, mais qu'est-ce que vous avez retenu? Donc, c'était quoi les conclusions de vos scénarios et voilà, ce que vous en avez déduit sur le fait d'avoir produit plusieurs histoires, justement? Alors nous, pareil, c'était un peu un jeu de rôle, donc on s'était mis dans la peau d'une agence de neuromarketing qui justement voulait du profit et l'éthique, bon voilà, on s'en fichait un peu juste pour ce rôle-là. Donc évidemment, nous, ce qu'on voulait, c'était plus de technologie, du neuromarketing poussé à l'extrême et pas trop d'éthique pour qu'on puisse faire notre com comme on veut sans qu'on nous embête. Donc évidemment pas ce qu'on souhaite à titre personnel, mais voilà, nous on avait poussé le truc jusqu'au bout en se disant le pire du pire qui pourrait arriver, c'est ça, mais en fait il y a des entreprises qui seulement intéressées par l'argent pour voir ça quoi. Et donc nous on s'était mis dans la peau justement de ces méchants entre guillemets. Du coup voilà, les scénarios retenus c'était beaucoup de technologie et peu d'éthique malheureusement. Mais du coup voilà, on avait vraiment poussé le truc jusqu'au bout. Mais c'est intéressant. Et toi, Eugène, décidément, cette fenêtre qui resize m'agace au plus haut point. C'est pas grave, c'est un peu mon hobby de pendant le live. Et donc, toi, Eugène, vous en aviez déduit quoi? Justement, le fait, alors pas seulement en termes. Donc, il y a effectivement la conclusion en termes de rapport, mais aussi, vous, quel est l'intérêt que vous avez trouvé dans le fait d'imaginer des histoires différentes, quoi? C'est. En termes d'expérience, pas seulement de délivrable, mais en termes de... Voilà, parce que c'est aussi la rencontre avec une discipline et un exercice pas forcément connu. C'est-à-dire que c'était sympa parce qu'on s'alimentait tous. Nous, dans notre groupe, il y avait des super optimistes. Il y avait des un peu dans le flou, du point de vue du futur. Et puis il y avait moi qui disais c'est la merde. Et il va falloir qu'on se mette en base autonome. Et donc, c'était très sympa de s'alimenter tous de ce point de vue-là en information, parce qu'effectivement, on apprend des tendances de... Moi, j'ai été surpris, je me suis dit, tiens, peut-être qu'on ne va pas tous mourir dans 20 ans. Et puis d'autres personnes me disaient, ah oui, en fait, le pic d'extraction, il est passé en 2007, et tu le sors pas de nulle part, il y a des documents, etc. Pour le pétrole, je parle en l'occurrence, là. Donc ouais, c'était sympa, mais c'est vrai que en 2 semaines, c'était compliqué de faire une recherche concrète là-dessus. Donc on a lu 2-3 documents et on s'est axé et on a établi nos scénarios. Mais je pense que quand tu veux vraiment faire un travail de design thinking futur pour une boîte, il te faut, je sais pas moi, 1 an, 1 an et demi de recherche de documents ou 25 personnes quoi, pendant 6 mois. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vaste, c'est très incertain. Tu peux jamais dire, je sais que ça va être ça. Donc c'est l'aspect de recherche et de curiosité, effectivement, qui moi, m'a le plus intéressé. Étienne Klein dit je ne sais plus de qui il cite, mais dans une de ses conférences, dit « L'idée du futur est plus riche que le futur lui-même. Hein. » Je veux dire, le fait d'y penser et de l'imaginer est plus important que ce qui va arriver exactement. C'est-à-dire que toi, théoriquement, on t'a vendu des voitures volantes oui, en adolescence. On m'a vendu des voitures volantes, effectivement. D'ailleurs, quel superbe raccord, Eugène, on voit qu'il est habitué à Twitch. C'est le débat... comment dirais-je attendez, j'ai une irruption dans mon bureau. J'ai un enfant en pyjama qui est rentré en courant dans mon bureau. C'est très, très perturbant. Et donc, je disais, c'est le débat qui a lieu dans le chat. Hein. Donc, dans le chat, il y a l'histoire des voitures volantes et je vous en passe, mais voilà. Voilà, clairement, et pourtant on a eu plusieurs révolutions depuis 30 ans, Raph. Oui, clairement, mais bon, voilà, la voiture volante c'est autre chose, et on pourrait faire une émission sur la voiture volante ou sur la non-voiture volante, tiens. Ça, ce serait une chouette émission. Je le note, tiens. Alors, Afsa, tiens, viens nous raconter, mais tu avais déjà raconté tes 4 scénarios, toi, indirectement, donc oui. Céline, last but not least... Nous, c'était comme j'avais dit sur les festivals. Et en fait, le premier scénario, c'était, imaginons qu'il y ait encore une grosse pandémie, que ce soit même pas seulement forcément de Covid-19, mais avec le permafrost, etc. Donc, on ne sait jamais ce qui va encore sortir, mais bon, très, très, très mauvais. On doit tous rester à la maison et on doit faire un festival de chez soi parce qu'on ne peut plus se regrouper, distanciation sociale oblige et tout ça.
Et donc, c'était vraiment vivre le festival avec des tarifs différents, avec un casque de réalité virtuelle, vraiment vivre l'expérience à fond, mais de chez soi. Donc, bon, c'est pas tout ce qu'on a connu, mais c'est un peu ce qu'on pourrait aller quand on se dirigeait. Ensuite, le deuxième scénario, c'était vraiment elle n'est pas très probable, mais on s'est dit ça pourrait être très très beau. C'était vraiment d'avoir un festival donc sur les sites, mais d'avoir des technologies vertes, des technologies aussi, par exemple les voitures volantes. Je ne veux pas ramener le débat, mais voilà, des voitures volantes, des vannes électriques parce que ça existait déjà, donc un peu comme le van un peu de Woodstock avec des graffitis. Maintenant, Volkswagen a déjà fait un van électrique. Donc ça peut être un peu pour appeler ça et venir sur place et chacun ait un peu son espèce de camping du futur donc voilà et toujours en pensant à l'écologie donc bien évidemment parce que c'était un peu le thème de base. Ensuite le troisième scénario c'était vraiment les gens, on avait un trop plein du système et en fait les festivals c'est devenu un produit de luxe entre guillemets et donc vraiment une minorité de personnes peuvent y aller. Et donc, le peuple fait vraiment des festivals de son côté, qui ne respectent pas vraiment l'environnement. Donc, du coup, avec très peu de moyens, parce qu'au final, c'est devenu un produit de luxe, etc. Et donc, ce n'est pas du tout favorable pour l'environnement, parce que c'est vraiment comme il y a 50 ans, sauf qu'il y a 50 ans, on ne se doutait pas des problèmes qu'il pouvait y avoir, alors que maintenant, on ne peut plus trop penser comme ça, quoi, on ne peut plus se permettre. Et le dernier, mais alors là, ça c'était vraiment le kiff total. C'était vraiment, on imaginait un festival du futur improbable. Alors c'était qu'il n'y avait plus aucune ressource sur la Terre et donc on doit tous aller comme un peu à la série The 100, donc sur un vaisseau spatial en attendant que la Terre un peu se régénère. Et du coup, on aurait des puces implantées qui nous permettraient de vivre le festival comme si on était sur la Terre avec nos esprits et tout. Donc ça, c'était vraiment hyper amusant à essayer d'imaginer parce que c'était vraiment un truc tellement improbable. Mais bon, on ne sait jamais. Hein, donc, voilà. Tu et vous, votre groupe, puisque vous représentez chacun un groupe, vous en avez tiré quoi à titre personnel en termes de réflexion? Est-ce que ça a amené des nouvelles façons de considérer les choses? Est-ce que c'est quelque chose, Mathéo, je disais, est-ce que vous allez continuer ces lectures et ces réflexions après le cours de RAF ou pas? Donc voilà, qu'est-ce que ça vous a... Oui, enfin évidemment, parce que finalement, moi je dis une fois qu'on a un peu ouvert les yeux sur certaines choses, c'est plus possible de les fermer. Donc moi personnellement, c'est maintenant des sujets que ce soit le thème qu'on a abordé ou le thème que Marion, Eugène, Afsa ont abordé, c'est des thèmes que je lis au jour le jour. Bon, évidemment, on essaye quand même un peu de se dire tous les scénarios qu'on a imaginés, il y en a tellement que ça ne sera pas tous possible, mais bon, évidemment, ça crée une ouverture d'esprit et aussi un peu vu qu'on a discuté avec plein de gens, de voir un peu comment tout le monde, comme Eugène avait dit, il y a des pessimistes, des optimistes, des gens qui sont un peu plus terre à terre, donc c'est hyper intéressant et je pense que c'est ça, en fait, un peu le cadeau que cette futurologie apporte, c'est que justement de pouvoir un peu imaginer et de pas se fermer l'esprit quoi et d'aller jusqu'au bout de nos recherches. Et toi, ça? Alors, nous, par rapport à nos scénarios, on était quand même assez tous optimistes. On était aussi un peu, on était cinq dans notre groupe. Je pense que la majorité était assez conscient de ce qui se passe par rapport au monde de la mode, au fait que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients du gaspillage, du fait qu'on achète, on a une surconsommation par rapport aux vêtements. Et il y en a deux particulièrement qui se sont dit, ok, moi je me rends compte que je surconsomme à un point et je m'en rendais pas compte auparavant. Et je pense que ça leur a fait du bien de se dire,
ok, pour acheter un jeans, il faut X litres d'eau. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'acheter un jeans chez Zara alors enfin, qu'on pourrait tout simplement acheter un jeans dans un magasin de seconde main et voilà, qui redonnerait une deuxième vie à un vêtement qui est plus utilisé entre guillemets. Donc voilà, nous vraiment dans notre groupe, il y avait une partie du groupe qui était assez conscient et qui était d'ailleurs très content de pouvoir parler de ce thème-là. Et puis il y avait deux personnes plus particulièrement qui s'étaient jamais vraiment posé la question et qui se sont rendus compte de certaines choses qui sont très importantes d'ailleurs. Et donc, il y a Tanguy qui demande, est-ce qu'un cours de futurologie vous fait-il prendre plus conscience que demain vous appartient? Ça fait plaisir, ça énerve ou ça fout les chocottes? Quoi ça? Ouais. Un peu de tout, je pense. Ah, moi, j'ai fait des lectures hyper intéressantes. Je sais pas si j'aurais découvert ces bouquins-là sans. Je pense à 2 livres notamment que moi j'ai lus que je trouvais vachement bien. Il y en a un de Christopher Wiley qui est sorti cet été. Et en fait, Christopher Wiley, il a travaillé pour Cambridge Analytica et donc il a été un des premiers à lancer l'alerte en fait sur ce qu'était Cambridge Analytica. Cambridge Analytica étant une entreprise de données qui a vachement contribué à changer un peu, à manipuler les opinions de certaines personnes qui hésitaient lors de la campagne des élections présidentielles américaines dernières, donc entre Trump et Hillary Clinton, pendant le Brexit aussi, qui a pris part à plusieurs événements politiques importants et qui a aidé certaines personnes qui se tournaient vers l'entreprise, du coup, à gérer leur com de manière ultra ciblée, justement pour influencer certains utilisateurs à voter pour telle ou telle personne. Et, voilà. Et donc lui, il a travaillé pour Cambridge Analytica avant que ça fasse ce scandale et que l'entreprise soit dissoute. Et en fait, c'est génial parce que du coup, on le suit dans toute l'évolution de son parcours et on voit que lui, il a commencé dans la politique, c'est quelqu'un d'impliqué, qui a toujours été dedans. Et en même temps, on voit qu'il est pris dans cette espèce de machine où il a envie de faire ça pour le bien, il a envie de faire en sorte qu'au début, ce soit plutôt les libéraux démocrates qui gagnent parce que lui, c'était son parti au Canada. Et en fait, on voit qu'il est pris dans cette espèce de spirale où c'est pas si simple que ça et finalement, la machine est plus grosse que lui. Et je pense que ça fait vachement réfléchir aussi de se dire, mais nous, on est dans ces études-là, justement, on est dans le numérique, on est dans le digital, on va être amené aussi à être pris dans des évolutions comme ça qui vont peut-être aller plus vite que nous. Et en même temps, il va falloir qu'on garde le rythme et qu'on fasse attention aussi d'un point de vue éthique et de plusieurs points de vue à ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, quoi. Et moi, je suis assez ambivalente sur ça, c'est-à-dire que j'adore le numérique et le digital. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ça marche. Je suis ravie d'être dans les coulisses. Et en même temps, je suis assez pas craintive, mais je suis assez réservée par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, je poste pas beaucoup, je fais très attention à mes comptes, je suis un peu parano sur pas mal de choses. Et je trouvais ça hyper intéressant, en fait, d'imaginer des futurs comme ça où on réfléchisse à ce genre de questions et où on se dise, en fait, est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Est-ce que j'ai raison d'être prudente? Est-ce que finalement, de toute façon, on est tous amenés à avoir plein de données partout et est-ce que c'est si grave que ça, etc. Et ça m'a vraiment interrogée sur ce genre de choses. Et même d'un point de vue politique, en fait, est-ce qu'on a envie de vivre dans des États comme ça où il y a une surprésence du numérique? Vraiment, ça m'a posé pas mal de questions, donc ça m'a fait réfléchir plus profondément que juste le cours. Et j'ai trouvé ça hyper enrichissant, en fait. Ouais, moi c'est un peu pareil aussi. C'était vraiment un mix de crainte, de curiosité et c'était surtout, pour un peu rebondir sur ce que Marion disait, c'était par rapport aussi, surtout par rapport à l'éthique et l'humain en fait, jusqu'où est-ce qu'on va avoir, on parle de robots, on parle d'hybrides, des choses comme ça et en fait on se dit mais ouais, il y a des choses, c'est intéressant et ça peut être utilisé, mais ça a aussi, bien évidemment, des points négatifs. Et c'est vraiment tout ce qui est comment utiliser un peu tout ce qui est technologique, digital, numérique, en gardant aussi un peu cette éthique, l'humain, et pas overstep des limites, quoi. Donc voilà, ouais, c'est clair que ça plante une graine
et ça fait poser des Ah ben, ça questions. fait plaisir à entendre en tout cas. Alors, José dit un truc fondamentalement vrai. En tant que designer aimant la science-fiction, je dois remarquer que Twitch permet aujourd'hui à chacun d'avoir une chaîne télé, mais que des gens comme Raph vont avoir du mal à régler la taille de la fenêtre en insert. Il est con. Alors, pour apaiser le débat, je propose qu'on aborde le sujet des futurs conflits israélo-palestiniens. Ben oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Ou bien on peut parler de rien. Euh, J'ai beaucoup de et, questions. do- et- Ou et donc, On peut parler de et rien, donc on peut voilà. parler de rien. Malade. Non, alors, sinon, vous savez, vous pouvez aussi poser des questions sur le sujet du chat, hein. Mais donc voilà, effectivement, il y a les questions, le fait que vous continuez. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous voyez quelque chose d'intégrable dans votre vie professionnelle, ou pour vous c'est vraiment du métaphysique? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir intégré une grosse boîte là en stage dont je tairai le nom. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que quand on rentre, enfin, ça va faire écho à ce qu'a dit Marion avec monsieur chez Cambridge Analytica, c'est-à-dire que quand tu rentres dans un gros mastodonte, si t'es pas, alors là c'est un peu le marxiste qui revient à la charge, si t'es pas propriétaire des moyens de production et que tu es un simple employé et que tu veux dire voilà, j'ai étudié les tendances sur les 10 prochaines années et il va falloir qu'on fasse ça. À moins que, enfin, il faut une certaine force de frappe quand même aujourd'hui pour convaincre des industriels, etc., et des gens qui tiennent le système à l'heure actuelle de changer leur modalité de fonctionnement, de production, de volonté d'être consommé par les consommateurs, etc., machin. Donc, il y a des experts qui sont infiniment plus qualifiés que tout le monde que je connais à l'école pour expliquer ça en ce moment, qui se battent et qui se battent depuis 15 piges, et on commence seulement à les écouter depuis 3 4 ans, quoi. Donc, ouais, je suis Non, désolé, je suis un peu pessimiste là-dessus. Mais c'est sûr que voilà, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience globale du point de vue, enfin voilà, on voit bien les tendances véganes, etc., la baisse de consommation. On a vu notamment avec le Covid une baisse d'émissions des gaz à effet de serre, etc. Il y a un shift en ce moment qui est en train de se réaliser depuis quelques années. On voit des médias alternatifs se mettre en place. Enfin, d'une manière générale, le paysage de production audiovisuelle, culturelle et même, j'ai envie de dire, il y a les trends maintenant dans ce qu'on appelle les FMCG, tu sais, Fast Moving les, Consumer Goods. tu vois à Les, Carrefour, les barres de ouais, voilà, Redder, Fast Moving les Consumer sachets, Goods, les trucs qu'on arrache. voilà, Euh, les barres de graines à manger, des trucs Et comme ça qui étaient absolument merci José, et un sub. Euh, et donc voilà, on parle de futurologie, Master Team. Et donc voilà, alors justement, José me demande est-ce qu'il y a une boîte pour laquelle. Merci Toby pour le follow. Alors je vais remonter l'alerte. Est-ce qu'il y a une boîte pour laquelle vous rêvez de travailler? Ah, c'est chaud, Waouh. c'est une question. Ah, il pose des bonnes questions, hein. Ouais. Non, mais c'est une vraie école, ouais. Moi, je suis contente de travailler en agence parce que justement, on est amené à travailler avec différents clients et pas seulement un seul. Et en même temps, je crois que ça me saoulerait de justement voir un client débarquer qui finalement correspond pas Ouais. à mon éthique ou quoi. Je pense que ça me poserait un problème un peu moral. C'est compliqué. C'est très compliqué comme question. Entre Je sais pas. l'envie Je de pense décoller que dans la vie et le problème de trouver une boîte conforme à ses idées, c'est pas simple, hein. Ouais. Euh, alors, ouais, c'est pas simple. J'aimerais bien et vous autres? aussi. Alors moi, je pense que aller rêver de travailler dans une grosse boîte, je dirais plus un label de musique style Universal, voilà. Mais à côté de ça, je me dis, je rêverais plutôt d'ouvrir ma propre boîte et d'être plutôt, comment dire, CEO de moi-même, histoire de pouvoir justement être en adéquation avec mes valeurs, mon éthique à moi. Et bon, voilà, après, ça reste un rêve, Mais quoi. les rêves sont faits Mais, pour indiquer une direction, hein. Et donc voilà, alors exactement. il y a un vrai bon débat dans le chat qui est parti sur le ton d'une blague, mais qui n'en est pas une. C'est est-ce que il y a une boîte pour laquelle vous rêvez de travailler, et puis est-ce qu'en fait votre rêve c'est de travailler, et puis une autre réflexion qui est est-ce que travailler ne serait pas un rêve de boomer? Oui, effectivement, enfin voilà, c'est tout à fait possible. Céline, je ne t'ai pas entendu, tiens.
Oui, en fait, c'est un peu, je pense que là, enfin, j'en parlais un peu la dernière fois, c'est que je pense que maintenant, en tout cas personnellement, je ne peux pas parler pour les gens, mais pour moi personnellement, travailler, oui, c'est vraiment bien, mais c'est pas une finalité, quoi. C'est pas un rêve. En fait, pour moi, c'est vraiment une manière de m'épanouir, mais ça peut être dans une boîte, comme ça peut être dans quelque chose que finalement, au fur et à mesure, avec des expériences que je vais faire, ben, je vais me rendre compte qu'en fait, le but, c'est pas de travailler dans une grosse boîte, comme j'ai toujours imaginé, mais dans quelque chose, comme on disait avant, qui va être en accord avec mes valeurs et mes principes et mon éthique, entre guillemets. Donc voilà, je pense que enfin, personnellement, travailler, c'est pas un rêve, mais c'est vraiment un moyen pour réussir à être heureuse avec d'autres choses, quoi. Et merci pour la réponse. J'ai une petite question, tiens, pour vous tous en fait. C'était quoi votre sentiment par rapport au futur avant? Est-ce que ça vous a rendu plus pessimiste, plus réaliste ou pas quelque chose? Enfin voilà, ou est-ce que c'est une différence? Mais vous êtes parti de où et vous êtes arrivé où en fait? Moi, je pense que c'était vraiment un grand changement. Je me posais pas beaucoup la question, en fait. J'étais une personne qui vivait beaucoup au jour le jour, sans vraiment se poser de questions. Enfin, bien évidemment, j'étais pas ignorante, mais genre, c'était pas vraiment un sujet auquel je réfléchissais beaucoup. Mais ça m'a rendu, enfin, un peu pessimiste, je vais pas mentir. Un peu pessimiste dans le sens où c'est compliqué en fait, de gérer tout ce qu'on apprend parce qu'en fait là, vu que c'était en package, comme ça on entendait plein de choses, forcément c'était pas une info et puis une autre. Enfin, en tout cas pour moi, il y avait beaucoup d'infos que je connaissais pas. Donc au final, oui, c'était un peu pessimiste, mais à la fois en même temps, je me dis maintenant, je suis un peu au courant et si jamais ça se passe, je le saurai et voilà, mais oui, c'est vrai que le monde un peu que j'imaginais avant et le monde après ce cours-là, et après aussi, pas que ce cours-là, mais des 6 derniers mois de ma vie, entre guillemets, c'est vrai que j'ai un œil un peu plus ouais, pessimiste, réaliste. La Voilà. futurologie, un excellent remède pour les doomers. Alors, Automode a retenu un message pour la raison suivante. Ah, ok, attends. C'est Zéphyr qui a parlé. Yep, voilà. Ouais, Sorry. bien, Oui, je t'en en prie, fait, vas-y Marion. les C'était, par j'aime bien le rapport au rebond. voyage, parce que je voyais qu'il y avait pas mal de Oui. réactions par rapport au voyage. Et moi, avant, j'ai fait des études d'interprétation et j'ai été amenée à vivre pas mal en Allemagne. Et je pense que j'y suis allée dans le meilleur cadre, en fait, parce qu'on me parlait... Enfin, j'ai vu que dans le chat, il y avait aussi des questions sur est-ce que 2 semaines à 3000 balles, ça vaut vraiment le coup ou pas. Enfin, voilà. Et c'est sûr que c'est toujours compliqué parce que ça implique quand même des coûts, ça implique de prendre du temps dans sa vie, ça implique de planifier aussi. Si on fait déjà des études, qu'on travaille en parallèle, c'est pas évident. Mais moi, j'ai eu la chance de faire 2 fois un an en Allemagne et ça m'a énormément apporté, puisque même si c'est un pays quasi voisin et voilà, on reste en Europe et que c'était pas non plus un gros bouleversement culturel, ça m'a vachement ouverte. Et je pense que c'est assez formateur de faire ça à un moment si vous avez l'occasion de le caser. Et que ça fait aussi réfléchir sur ce qu'on veut plus tard, de découvrir d'autres pays, d'autres modes de fonctionnement, d'autres mentalités. Mais juste de bouger un peu de sa bulle, quoi. Moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et donc, je sais plus qui disait ça dans le chat, mais si tu as l'occasion de partir, vas-y. Pas forcément pour 3000 €, mais je pense qu'il y a toujours moyen de partir en se débrouillant d'un point de vue économique et en le casant avec le reste. Mais je pense que c'est vraiment à faire. Surtout quand on est jeune, il ne faut vraiment pas hésiter. Moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Ça ouvre Voilà. l'esprit en tout cas. Alors, est-ce que Ouais, vous avez des c'est questions? La futurologie, un excellent remède pour les doomers. Euh, ouais, Oui, mais je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure. Les doomers, si j'ai bien compris, c'est les gens qui te tout à disent que fait. c'est l'apocalypse bientôt. Oui, ben en fait, ça fait partie de la futurologie, en C'est fait, un angle. d'envisager un des futurs C'est un possibles où il n'y a pas angle. de futur. Donc c'est pas un remède, en fait, ça fait partie de... Enfin, en fait, c'est-à-dire qu'il faut envisager le problème pour réussir à l'outrepasser, quoi. Et donc le doomer, c'est la première C'est étape un du des spectres, futurologue, parce qu'il y a quelque ceux part. qui rentrent par le doom et qui se disent, tiens, Oui, au final, c'est peut-être pas tout à fait foutu, en tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Et puis, il y a les utopistes qui arrivent, ou les gens qui... Enfin, voilà,
on, Il y a on le a, on a- on cornucopien a qui quand se même pointe et qui dit à tous. un passé et un mythe narratif où les gens sont absolument pas lucides de la fragilité du système, en fait. Et donc, il y a des gens qui pensent comme ça qu'il y a des choses qui sont d'office gérées ou sous contrôle. On avait une discussion, d'ailleurs, la semaine passée, c'était quand qu'on parlait de la limite énergétique, et alors José avait dit, mais c'est d'office, c'est géré. Mais en fait, non, parce que c'est tout des pôles, c'est complètement décentralisé, c'est des partis différents qui attaquent des stocks différents. Alors Marion, tu es la yoyoteuse, il y a ta fenêtre qui va dans tous les sens. À mon avis, c'est parce que tu es sur mobile, et donc il doit y avoir un truc comme ça, parce que ça va dans tous les sens. J'essaye tant bien que mal de limiter les dégâts, mais bon, je pense que ce soir, après l'émission, je vais aller sur Google pour résoudre le problème. Oh. Parce que là, c'est vraiment... Non, il n'y a pas de souci, c'est pas toi, c'est mon NDI. Oui, on en parle quasi chaque semaine de la limite énergétique. Bah oui, bah... Ouais, le problème, c'est que c'est un domaine qui est omniprésent, en fait. C'est vraiment un domaine qui est omniprésent. Alors, c'est moi qui l'a dit, au pire, je vais jusqu'à Séoul sans prendre les coups, mon ami... Enfin, oui, ça, c'est vraiment... Alors, Doomer égale celui qui s'est désengagé des activités traditionnelles, pensant que l'ignorance et la cupidité de l'humanité causera sa perte. Ah oui, comme ça, alors, pardon, je ne connaissais pas cette variante... Ah, le mec qui a lâché l'affaire, quoi. En gros, le type qui dit on va tous mourir, donnez-moi ma maison en campagne, et puis. Ah, Doom, dans le sens Non, Doom, on est tous foutus, Non, mais c'est Doom, même pas la peine, c'est même pas la peine d'essayer. En fait, on est trop, on Au est sens trop de con. survivaliste, Mais quoi. oui, Là, c'est on même est pas sur, survivaliste. C'est vraiment donc enfin, voilà. Tu peux peut-être continuer là donc un remède pour réengager ces personnes. Alors, la futurologie, c'est clairement un moyen de réengager les gens. Enfin voilà, je sais pas ce que vous avez ressenti, mais est-ce que vous vous sentez plus investi dans le futur? Est-ce que votre tête est plus à imaginer le futur qu'avant? Je présuppose que oui, au vu de ce que vous avez dit, mais oui, clairement, ça tourne autour de quelque chose comme ça. J'ai une question de Mathéus ici qui m'a demandé, effectivement, je suis désolé, Mathéus, je l'avais laissé passer. J'ai dit qu'on avait vécu un shift et il pose la question est-ce que c'est vraiment un shift ou est-ce que c'est un frémissement intéressant? Je pense que justement, on en est au stade du frémissement, on voit apparaître certains trucs, mais c'est clair et net que c'est à notre génération et peut-être à celle légèrement au-dessus, mais c'est pas au 45 plus de mettre en place le shift en question. À l'heure actuelle, je trouve qu'on a quand même des nouveaux médias, des nouveaux moyens de consommer, enfin, l'économie circulaire il y a 10 ans, t'en parlais aux gens. Tu parlais de shift avec le corona ou avec autre chose? Non, globalement, c'est-à-dire que le corona, non, il y a le shift global culturel qui n'a pas attendu le corona pour arriver, avec par exemple des chaînes comme Thinker.you qui sont apparues. Enfin, d'une manière générale, il y a eu des questionnements d'avenir, du militantisme social, aussi bien enfin voilà, une prise de conscience globale qui fait que la consommation n'est plus le seul moyen d'être heureux. Aujourd'hui, il y a des revendications identitaires, des revendications politiques, etc., de tous les côtés. Et du coup, d'une certaine manière, ouais, non, moi je pense qu'aujourd'hui, on a apporté des éléments qui nous permettent de mettre en place, mais effectivement, si on est feignant et si on est un peu doomer, on va se dire, bah écoute, tant pis, hein, je vais pas prendre un vélo, je vais prendre un Q2 parce que c'est plus. Aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui prend un SUV alors qu'il habite en ville, bon, peut-être qu'il passe un très bon moment, mais à quoi ça te sert, tu vois? Il y a des comportements comme ça qui sont. C'est une prise de parti que je fais maintenant, mais c'est un exemple comme ça, tu vois. On est tous feignants, quoi. On va tous chez Carrefour plutôt que d'aller au petit exploitant du coin, des trucs comme ça, mais on a aujourd'hui des choses à faire. Et je pense qu'effectivement, il y a eu un frémissement. Alors, c'est pas un shift. La société Coca-Cola ne s'est pas écroulée, elle n'a pas commencé à faire moi je des dis, bouteilles à bambou. coucou Mais, Groovebox. Alors, je pense qu'il y a quand même un truc qu'il faut que les gens réalisent, parce que c'est déjà comme ça qu'on s'est pris la deuxième vague. Les gens n'ont pas compris qu'une pandémie, c'est un phénomène excessivement lent à progresser. Et donc, on n'est pas du tout sorti de l'épisode Covid. Moi, je ne serais pas surpris que le Covid soit le premier domino d'une série. D'ailleurs, il a déjà commencé à faire tomber le domino économique. Il y a les élections, il y a les trucs. Et donc, en fait, dans un monde hétéronome, c'est peut-être le premier domino. On verra bien où se trouve la ligne de feu.
Donc voilà, parce qu'il y a plein de démarrages de dominos comme ça qui s'arrêtent après une série. Mais enfin voilà, l'épisode Covid, pour moi, il est loin d'être terminé. Et enfin, voilà, je ne sais pas si on n'est même pas parti pour 10-15 ans. Alors pas de pandémie, mais de toute façon, il y a les autres. Là, il y a le permafrost. Ils viennent de retrouver un ver qui a repris vie après 42 000 ans. Dans le permafrost, le ver, c'est le cadet de nos soucis. Je veux dire, les zoonoses, c'est un problème. Hein, donc les zoonoses, les SARS, les Covid et compagnie, c'est un problème. Mais un virus qui aurait congelé 12 000 ans et qui reviendrait à la vie et qui dirait faire un tour, on va tout de suite avoir une tête d'un cas quand on va le voir arriver. Celui-là, on va pas être prêt, quoi. Donc voilà, bref, pas pour miner le moral, mais donc voilà, comment dirais-je, je pense qu'effectivement, voilà, on rentre dans une phase de friction absolument phénoménale. Je savais pas que ça allait être aussi précis que le mars 2020, enfin même décembre 2019 en fait, pour être précis. Mais donc voilà, clairement, alors le Covid va rester, on va s'adapter. Quand le sida est arrivé à la fin des années 70, on a dû sérieusement s'adapter. Oui, après le sida, c'est pas aéroporté. Hein. Je pense que ce qui fait vraiment le truc, le vilain truc, c'est quand un virus est aéroporté, même s'il n'est pas si méchant que ça, on voit qu'en fin de compte, le Covid a été plus impactant sur la planète, je parle globalement sur le fonctionnement de la planète, hein, entendons-nous bien, que des maladies comme Ebola ou le sida. Et pourtant, le sida et Ebola sont bien plus dangereux et bien plus pénibles. Mais bon, sur la durée, le sida fait évidemment beaucoup plus de ravages, hein, soyons clairs. Mais voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le chat ? Laisse le temps au Covid, attends, il vient de démarrer, mais... Non, mais c'est vrai que Salut, c'est Tari. ce que tu racontes, parce que c'est... Alors, est-ce que vous avez encore des questions, les amis ? Désolé d'être en retard, je me préparais au futur sur Resident Evil. Et donc, moi, à propos de jeux vidéo, à partir de jeudi, ce sera Watch Dogs Legion, hein, puisqu'il sort jeudi. Et donc, ça, je vais commencer à streamer ça sérieusement. Alors, merci Tanguy de rentrer le sujet. Alors, est-ce qu'il y a des cours de lecture critique à l'ECS ? Est-ce que vous vous sentez armé pour digérer les flux d'infos qui vous tombent dessus 24 sur 24 ? On a... Ah, pardon. Vas-y. On a cette année, effectivement, notamment, on a étudié un outil qui permet de trier tes feeds sur Twitter. Mais c'est sûr que s'il y a un problème de surinformation aujourd'hui, on n'a pas... Il est abordé, le fait qu'on croule sous l'information. Après, libre à chacun Enfin, libre à chacun, c'est-à-dire que c'est la responsabilité de chacun d'affûter son esprit critique. Mais on a eu quelques cours avec des outils qui permettent de trier l'information. Après, c'est sûr, c'est ton boulot faire ça. Aujourd'hui, si tu allumes la télé et la radio, et ton téléphone, c'est fini, quoi. T'es perdu, il y a trop d'infos. Donc, on a ce qu'il faut, mais il faut travailler derrière, quoi. C'est une école, c'est comme ça, il n'y a personne qui te dit tout livrer, on te tend une porte. Merci pour le follow, Master Team. Oui, non, clairement. Et donc, oui, en termes de critique, alors ça c'est un autre sujet qui, moi, me passionne énormément et que j'ai sous-traité dans l'émission, enfin dans le live, c'est toute la partie fake news, propagation, rumeurs. On aura Damien Van Acter le 17 novembre pour parler signal versus bruit. Est-ce qu'il est devenu impossible de s'informer en 2020 ? Et je pense que je vais recevoir quelqu'un sur le... comment dirais-je comment allez, les rumeurs se propagent et donc je vais recevoir probablement mon ami et collaborateur Axel Ouanier qui avait fait son mémoire à l'époque sur les rumeurs en vrai et qui est en train de lire plusieurs ouvrages sur les rumeurs dans le virtuel et de voir à quel point les choses sont communes et amplifiées. Alors, en tout cas, j'ai l'impression que des cours de futurologie contribuent à développer une maturité rarement rencontrée chez des futurs diplômés. Belle prise de conscience amenant vers une carrière à impact positif. Écoute, j'espère que tu dis vrai, mais j'ai quand même l'impression que ces élèves avaient déjà... le skill set adéquat pour recevoir ça. Demain, on va parler commentaires et fake news autour du Covid à 21h sur ton chat, Matt. Oui, clairement. Vas-y, n'hésite pas à balancer le lien. Donc, effectivement, Mathéouche, qui n'était
pas venus dans le chat aujourd'hui parce qu'on était déjà un paquet. Enfin, dans le live parce qu'on est déjà un paquet. Et mon frère de Twitch. Hein, donc, il intervient dans mes Twitch, j'interviens dans les siens. Et moi, je parle du futur plutôt. Lui parle plutôt de l'actu, des médias sociaux, des choses plus... Voilà. Lui, c'est plus journalisto et moi, c'est plus futuro, on va dire. Donc voilà, dire que des créatures ayant avant nous sont apparues telles que les dinosaures, ça se trouve, une météore ne sera pas tombée, mais un virus qui les aurait tués. Oui, en fait, on a que des hypothèses. Après, on a des hypothèses, c'est ça qui est absolument hallucinant, c'est qu'on a des hypothèses qui maintenant commencent à être de plus en plus sûres. On a l'impact, mais voilà, peut-être qu'en fait, voilà, on est effectivement pas au courant de tout. Et donc, les dinosaures ont leur grand filtre, il est possible que nous ayons le nôtre. Et donc, c'est bien ça l'idée, hein, c'est comment fait-on pour passer le grand filtre, qui est donc la barrière de l'extinction de la race, puisqu'a priori, on est quand même dans une partie assez jeune de l'univers. Donc, il y a des zones beaucoup plus vieilles dans l'univers. Donc, s'il y avait des potentialités de la vie, nous ne serions pas la plus vieille civilisation. Et donc, ça veut dire qu'il y a des civilisations intelligentes qui auraient des millions, voire des milliards d'années d'avance sur nous. Et dans ce cas-là, où sont-ils? Et donc, voilà, c'est le paradoxe de Fermi. Et donc, alors, pourquoi sont-ils pas venus? Sont-ils là? Sommes-nous le résultat d'une simulation informatique? Sommes-nous une réserve naturelle? Peut-être ils ont mis une cage avec marqué espèce dangereuse, n'approchez pas, ils s'autodétruiront bien assez vite. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Où sont-ils? Voilà, réfléchissons. Je pense que dans le chat, il y en a 2-3, hein, si vous voulez mon avis, mais ça, c'est encore autre chose. Alors, est-ce qu'ils observent la scène artistique, musique, littérature, cinéma, mode comme outil potentiel pour analyser le futur? Waouh. Ouais. J'ai entendu Marion dire oui. Ouais, vas-y. Alors, j'ai pas... Non, mais c'est comme je disais tout à l'heure, moi j'ai lu plein de choses en fait, et puis un article m'a amené à un bouquin qui m'a amené à écouter un podcast, qui m'a amené à écouter plein de choses. Et en fait, au niveau contenu, c'est hyper riche, on se rend pas compte ici, justement, c'était un peu le paradoxe qu'on soulevait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est submergé d'infos, et en même temps, c'est vrai que quand on cherche des infos sur un sujet, il y a quand même pléthore de choses à écouter, à lire, à voir. Et donc, ouais, musique, littérature, cinéma, mode, la culture de manière générale apporte quand même une bonne base en fait pour réfléchir à tout ça. Puis il y a toujours des gens super intéressants qui ont réfléchi à ce genre de questions avant nous et qui sont hyper intéressants d'écouter aussi pour déjà avoir un aperçu de ce qui a été fait, des travaux qui sont en cours, des idées de chacun, des débats. Voilà, moi j'aime bien regarder aussi des débats assez animés entre philosophes ou personnes mais là, comme ça qui là c'est plus des sociologues, des philosophes, des intellectuels. La fiction en tant que telle, est-ce que c'est vraiment une... Ah oui. Oui, c'est vrai que je parlais de la culture de manière générale parce que je pense que les artistes aussi ont un peu cette capacité à avoir une sensibilité qui fait qu'ils sentent aussi certaines choses et qui peuvent se montrer précurseurs aussi dans certains domaines. Est-ce que vous avez des exemples d'artistes pour vous qui vous ont inspiré? Moi, je pense à la série Black Mirror, tout simplement, qui, je pense, nous a tous pas mal marqués et qu'on connaît tous, qui est le résultat de science-fiction, mais qui est hyper bien réfléchi, hyper poussé, et on se dit, mais les créateurs, moi, je trouve que c'est des dingues, et en même temps, c'est une belle source d'inspiration. Clairement. Et vous autres, les filles? Mais au niveau des artistes en tant que tels, c'est pas vraiment par rapport au futur, mais c'est par rapport à peut-être des sujets sociaux qui font surface maintenant, qu'on aborde de plus en plus et qu'on représente dans des textes de musique qui font aussi réfléchir, des choses comme ça, quoi. Moi, je dirais plus au niveau de la mode, où clairement il y a plus une conscience qui se met en place. Et by the way, j'ai aussi regardé Black Mirror grâce au cours parce que j'avais jamais regardé auparavant. Et clairement, oui, c'est ça, ça nous ouvre les yeux sur plein de choses en fait. Et ça nous permet de se dire, ok, en fait, comment ça va se passer plus tard. On vit déjà dans un monde où je ne vais pas dire que rien ne va, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas.
Et on se pose tout le temps la question en se disant, ouais, qu'est-ce que vont devenir peut-être nos enfants dans 20 ans ou dans 30 ans quand on sera vieux, qu'est-ce qui va se passer? Et je trouve que, pour revenir à la question de tout à l'heure, j'étais vraiment pessimiste, moi, avant d'arriver dans ce cours, en me disant que, OK, on vit dans un monde où ça va déjà pas bien, qu'est-ce qui va se passer dans 30, 40 ans? Et ce cours-là m'a permis de plus voir les aspects positifs que les aspects négatifs. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Alors, Kubrick, ma génération, le chat va très très vite et c'est pas ma force de toujours le suivre. Alors, oui, ok, dans la technocam de Madame numéro 2. Alors, Madame numéro 2, ah oui, j'imagine que c'est la cam qui fait du pogo jumping, ouais. Ça doit être la cam de Marion, j'imagine. Non, c'est parce que dans le chat, j'adore la cam de Madame numéro 2, mais elles sont toutes Madame numéro 1 déjà, donc ça voilà, ça c'est la technique. approche, erreur de base. Et donc c'est si intéressant que ça la mode, vraie question. Bah, alors après, tout est intéressant ou inintéressant. Ici on est plutôt sur la futurologie, et donc la mode nous intéresse parce que de toute façon... il y en aura toujours, enfin, à moins que le futur soit naturiste ou nudiste intégral, il y aura toujours des vêtements. Et donc, il y aura toujours une mode. Même si la mode, c'est de tous porter un sac à patates peint en verre, ce sera quand même, on parlera de la mode de 2050, c'était le sac à patates. Donc voilà. Bref, et donc, dans ce sens-là, le futur nous intéresse. Je pense que la mode apporte des réponses à des possibilités sur la techno-future. Alors, voilà. Est-ce que vous projetez dans des organisations, s'il te plaît? Oui, voilà, vas-y, mais je t'en prie, vas-y. Donc, justement, la question, c'est est-ce que vous vous projetez dans des organisations politiques de nos sociétés futures, à part Eugène? J'ai pas compris pourquoi. Parce qu'à mon avis, dans tes précédentes interventions, il est clair que tu te projettes, pessimiste, marxiste, que l'angle politique et sociologique t'intéresse. Donc je pense que c'est pour ça qu'il disait, j'ai bien compris que Eugène devait certainement se projeter. D'accord. Du coup, moi j'aime beaucoup la politique, donc c'est une vraie question parce que je pense que ça me plairait beaucoup de travailler dans un environnement comme ça. Et en même temps, je pense que c'est assez compliqué de garder une certaine indépendance quand on travaille à la fois dans le numérique et dans la politique, et que ces deux mélanges qui sont un peu délicats et qu'il faut vraiment faire attention à garder le bon équilibre. Donc bonne question. À voir en fonction du contexte et du schéma dans lequel ça peut se jouer. Mais j'aurais peur d'un manque d'indépendance et je sais pas, d'être trop influencée ou de plus avoir la liberté que je veux, de pouvoir justement défendre les opinions que j'ai actuellement. À voir la forme que ça prend. Et les autres? Non, pas trop, personnellement. Pareil, je ne dirais pas trop, mais même pas du tout. Et moi aussi. Et donc voilà. Bon, alors les amis, votez Kanye. Et donc voilà. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé au bout du chat, les amis? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Ou vous, messieurs, mesdames, mesdames, monsieur, en fait, dans ce cas-ci, est-ce que vous avez encore des choses que vous voulez partager ou intervenir? The floor is yours, non? Bon, ben les amis du chat, qu'est-ce qu'on fait? On est arrivé au bout, je pense. Alors, avec plaisir. 2, je voulais vous dire à quel point, je pense, vous êtes de brillants ambassadeurs pour l'ECS. Vous avez rondement mené ça et effectivement, je trouve qu'il y a énormément de potentiel dans la génération qui arrive et ça me réjouit. Voilà. Donc voilà, vraiment, good job les gars. C'est en votre classe à tous. On va manger des chips après, bien sûr. Et donc voilà, alors pour résumer, à partir de jeudi, je vais commencer à streamer spontanément, enfin sans programme, Watch Dogs Legion qui sort, donc voilà.
Là, je vais commencer cette série test joué et commenté par un futurologue. Mardi prochain, ce sera la première fois que l'émission aura lieu à 16h et pas 21h parce que notre invité est en Thaïlande et ça n'est rien d'autre que Michel Boens qui est une référence dans le domaine du peer-to-peer, des communs. C'est un futurologue qui n'en porte pas le titre mais qui est là depuis très longtemps, ancien stratégiste chez Belgacom, enfin c'est vraiment un mec qui fonctionne bien et qui a plein de trucs intéressants. La semaine d'après, ce sera sur justement les business models, donc comment les business models peuvent détruire l'environnement ou justement contribuer à sa sauvegarde. Et puis voilà, et puis on continuera sur les autres épisodes. Donc merci à tous. Il y a des questions sur ce que tu manges, Zéphyr. Donc voilà, alors je vais vous proposer un petit raid. Alors on va aller chez qui ce soir? Il n'y a pas grand monde en ligne. On va aller chez les players du dimanche, lui bourrer son truc, tiens. Allez, ils sont pas beaucoup. Alors, les players, où est-ce qu'il est du dimanche? Et donc, voilà, merci à vous les amis, merci à vous le chat, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Et donc, voilà, dans pas longtemps, Merci beaucoup. on va débarquer dans ce truc. Faites coucou avant de partir au minimum, hein, les amis. Et donc, voilà, let's go, on y va. Boum. Voilà. Alors, ça va? Vous êtes satisfait de l'expérience?